Nous avons un problème, peut-être davantage une problématique. Ça va être celle de ces enfants qui ne rentrent pas dans le cadre, qui vont poser effectivement un certain nombre de soucis aux enseignants, de par là même aux parents, mais évidemment ça leur pose également souci à eux-mêmes. C'est effectivement de pouvoir... Ah, alors moi je n'ai pas le micro, donc j'ai ça, donc voilà. Donc, est-ce que c'est mieux? Bon. Donc, le souci est partagé, et ce souci va à un moment donné arriver dans nos cabinets de psychologues pour effectivement identifier, interroger, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe pour ces enfants. Donc évidemment, pendant que je vous parle, en fait, je vous laisse tout à fait lire cet admirable relevé de commentaires qui en dit long sur les difficultés de cet enfant à supporter la classe et certainement, par ailleurs, la difficulté de son enseignant, ses enseignants, à le supporter. Donc cette problématique, elle est partagée par parents, enseignants et enfants, et puis elle arrive effectivement au cabinet. Voyant des motifs de consultation se multiplier autour de cette problématique, je me suis inscrite à une conférence où il était question donc du TDAH. Et lors de cette conférence, j'ai été absolument étonnée de voir un certain nombre de neuropsychologues, médecins, scientifiques, chercheurs s'intéresser et s'interroger à ce point dans le champ des sciences de l'éducation et en venant à proposer des stratégies, des remédiations avec une interface enfant-ordinateur et des logiciels dans lesquels était intégré un personnage qui était en fait une sorte d'enseignant virtuel que j'ai appelé Cacahuète parce qu'il s'appelle Peanuts. Il s'appelle Peanuts, il est robot, il est sympathique. Alors le micro. Il est robot, il est sympathique. Il est surtout un accompagnant des apprentissages. Il n'est pas du tout là pour transmettre. Il est là pour étayer humainement l'enfant, tandis que c'est un robot et qu'il est en plus virtuel. Donc ça interroge forcément sur la mission éducative, ça interroge sur le rôle, pas simplement de l'école, mais de la mission enseignante. Et ça a ouvert vraiment une réflexion autour du fait que la différenciation, les aménagements pédagogiques étaient assez compliqués à mettre en place s'il n'y avait pas un substrat scientifique, une identification concrète, réelle, avec des bilans à l'appui qui donnaient effectivement l'ouverture, la possibilité, l'autorisation aux enseignants d'adapter. Alors, les stratégies pédagogiques, elles vont du coup s'adapter. Alors nécessairement, ça va devenir du coup possible, indispensable, parce qu'il y a des lois, des textes, à partir du moment où le trouble sera identifié. Du coup, il va se jouer une espèce d'embouteillage dans les consultations diverses et variées pour aller identifier, pour pouvoir de fait faire obtenir à son enfant qui est en souffrance scolaire des aménagements. Donc on va effectivement, dans un premier temps, s'intéresser à cette identification nécessaire, mais qui parfois va identifier simplement que l'enfant va pas bien à l'école, mais au par ailleurs va très bien psychiquement, très bien cognitivement, et on sera sur des modalités d'adaptation qui ne nécessiteront pas des PPS, PPRE, PAP, etc., PPEIP pour le 95. Voilà. Donc on va passer sur assez rapidement sur les possibilités de diagnostic. Je ne vous les ai pas toutes mises, elles n'auraient pas tenu, mais quand on s'appuie effectivement sur les critères nosographiques de la DSM-5, on arrive à un certain nombre d'identification du trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, associé à du TOP, associé à du trouble des conduites. À un moment donné, on s'y perd tellement effectivement déjà rien qu'une même entité se complexifie.
Alors pour reprendre encore plus de hauteur par rapport à cette identification du TDAH, il faut le resituer dans une constellation bien plus large de troubles neurodéveloppementaux qui sont également décrits dans le DSM-5. Alors là, il y a marqué le DMS, hein, en fait c'est une traduction. Donc là, c'est un schéma repris par la NPEIP qui est quand même assez complet, que je vous laisse observer. Nous allons nous intéresser, du coup, vu la thématique du jour, au cercle orange TDAH qui est pointé par une grosse flèche rouge et qui, bizarrement, est très proche d'une autre bulle bleu clair qui représente les troubles du spectre autistique, puisqu'il semblerait qu'il y ait des substrats neuroniques assez similaires dans les modalités de fonctionnement de ces deux univers qui pourtant nous paraissent très très éloignés. Là encore, un travail de différenciation entre les troubles est indispensable, et ce sont les outils, le DSM-5 et également le TEACH, et puis on verra comment le TEACH peut engager à d'autres évaluations plus spécifiques, vont pouvoir permettre d'aller plus précisément vers la problématique de l'enfant ou de s'en extraire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut aussi s'apercevoir que l'enfant n'est pas du tout dans une difficulté de type TDAH. Il peut avoir des troubles attentionnels, dysattentionnels comme disait Florence Balitou, mais avoir d'autres soucis qui appartiennent à un autre champ. Et le bilan généraliste multifactoriel de la WISC-5 est indispensable pour ne pas aller cibler directement vers ce pourquoi la famille consulte. Quand la famille consulte avec une question, est-ce que mon enfant a un trouble déficitaire de l'attention, est-ce que ces troubles des apprentissages sont liés à un trouble déficitaire de l'attention, on ne va pas proposer directement un test qui va aller sonder le TDAH, sinon on oublie tout le reste des possibilités de troubles. De la même façon, un parent qui va interroger est-ce que cette hyperactivité, ce zapping, cette dispersion psychique, cette rêverie, c'est du trouble déficitaire de l'attention, ou est-ce que c'est un enfant à haut potentiel? Là encore, on va avoir un peu tendance à aller chercher du côté du TDAH pour éliminer. Or, on passerait à côté peut-être d'autres difficultés qui peuvent être révélées par la WISC-5. Alors, j'ai rajouté une petite bulle bleue qui s'appelle les TIS, les troubles d'intégration sensorielle, parce que j'ai de plus en plus de demandes, ou en tout cas d'inquiétudes autour de cette sensorialité exacerbée, une incapacité à supporter des textures, des goûts, des couleurs, une hyperacousie, qui laisse entendre effectivement qu'il y aurait quelque chose de l'ordre presque autistique de repli ou d'isolement, de ce défaut de filtre, ou en tout cas de cette exacerbation du toucher, du ressenti. Voilà, donc vous voyez que c'est encore une nébuleuse qui vient s'ajouter aux autres et dans lesquelles le clinicien va tenter... Ah, j'étais pas sur la bonne slide en fait, je crois. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc le clinicien va devoir faire le tri avec tout ça. Alors, par rapport au TDAH, il est important de parler d'immaturité, ce qui laisse entendre la possibilité de développement, d'amélioration, d'où toutes les techniques actuelles de remédiation cognitive qui s'appuient sur cette forte capacité de l'être humain à reconnecter des zones, à trouver des moyens de suppléance et des moyens de court-circuitement de certains empêchements au niveau cérébral. Donc la plasticité cérébrale et ce constat de développement qui est en cours permet effectivement à des rééducations, plus elles sont mises en route tôt, d'avoir une efficacité assez surprenante, et l'outil Teach contribue également de pouvoir évaluer en test-retest, nous verrons ça, les améliorations.
Alors, je tiens à préciser que notre approche au niveau de potentiel 10, hein, évidemment la mienne également, est une approche donc clinique qui est dimensionnelle, non catégorielle. Donc, évidemment qu'on prend appui sur le DSM-5, évidemment que c'est notre référence, mais on s'en libère. C'est-à-dire qu'un cadre est là pour savoir où en sont aussi ses limites. Donc, on entend le TDAH comme une symptomatologie neurodéveloppementale, en fait, qui peut masquer des réalités cliniques plurielles et des réalités, en fait, perturbations disattentionnelles. Donc, les outils vont aussi servir, à un moment donné, à nuancer un profil, et plutôt que d'aller, effectivement, poser une étiquette nosographique qui ne correspondrait pas tout à fait à la réalité humaine de l'enfant. Alors, on reste quand même dans l'idée que l'enseignant a besoin de savoir, et moins c'est complexe, plus c'est simple, et plus il y aura de prescriptions, plus il se sentira en capacité de mettre en œuvre ce qui est bon pour l'enfant. Donc, pour qu'il puisse organiser un certain nombre d'adaptations, il doit pouvoir prendre, l'enseignant, appui sur un profil cognitif qui affirme en fait scientifiquement la panne. Le dysfonctionnement en fait d'une ou plusieurs fonctions cérébrales du traitement de l'information doivent être repérées. C'est pour cela que la nécessité donc d'identifier se pose. Il va donc falloir évaluer. L'évaluation première, le bilan WISC-5, et ensuite, en fonction des items, des subtests qui posent souci, donc ça peut être quelques items, ça peut être des subtests, ça peut être des indices, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux des réponses de l'enfant, on peut avoir effectivement un profil qui indique d'autres bilans. Donc les investigations vont se continuer bien souvent ailleurs, chez le psychomotricien, chez l'orthophoniste pour tout ce qui est langage logique, chez le pédopsychiatre ou à nouveau chez le psychologue pour tout ce qui est d'ordre cognitif, la motivation, enfin des soucis qui seraient davantage liés à la personnalité et aux modalités de fonctionnement psycho-affective. Et puis, le test qui nous intéresse, l'attention-concentration, avec des tests neuropsychologiques qui sont tout à fait pertinents, qui sont donc le TEACH et l'anepsie. L'anepsie est plus généraliste, mais on peut effectivement, dans l'anepsie, aller déjà chercher ce qui relève effectivement des troubles du traitement de l'information. Il y a également les questionnaires de Conners et le brief pour dire les plus connus. Qui, en fait, permettent de mesurer les capacités attentionnelles des enfants, mais par l'intermédiaire d'autrui. On va y revenir. Hein. Alors, pourquoi le TEACH va être davantage utilisé par les cliniciens, en tout cas les psychologues cliniciens, que les questionnaires Conners et Brief qui sont davantage utilisés par les pédopsychiatres. D'abord parce qu'on a l'outil et puis on a certainement aussi la capacité de lire les résultats, mais c'est parce qu'elle permet en fait de mesurer de façon donc ciblée les performances attentionnelles de l'enfant. J'entends par performance, c'est-à-dire que l'enfant est en examen, l'enfant est testé. On lui propose des activités et on observe ces activités, et ces activités vont être, enfin les résultats à ces activités vont être mesurés. Donc, ça permet de mesurer les capacités attentionnelles de façon beaucoup plus objective et directe, en observation, en cotation, qu'un questionnaire qui évalue en fait un comportement. Parce que les questionnaires Conners et Brief évaluent les comportements de l'enfant, et en plus, c'est une évaluation réalisée soit par les parents, les enseignants, alors ça peut être les parents et, normalement ce qu'il faudrait c'est les parents, les enseignants, et parfois même dans les parents, en fait on divise en deux, c'est par la mère et par le père. Et alors c'est très étonnant parce que on a des résultats des fois qui ne sont pas du tout les mêmes entre le père et la mère, ce qui laisse entendre en fait que c'est très 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 dépendant du regard de l'autre, et que leur jauge personnelle de tolérance à l'égard des perturbations de l'enfant vont conditionner la note. Alors, pour la petite histoire quand même, moi je l'ai passé, le Brief, alors je suis une grande hyperactive avec quand même quelques troubles de l'attention. Voilà, donc bon, je m'en sors pas si mal, malgré une dispersion de nature, mais voilà, c'est-à-dire assez facilement, en passant le Brief ou le Conners, on est face à des profils d'enfants qui laissent à penser du TDAH, alors que quand on va proposer la batterie TEACH, on s'aperçoit qu'il y a des soucis attentionnels, mais qu'ils vont être situés à certains niveaux, et que parfois les soucis attentionnels
ne sont pas du déficit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un déficit attentionnel, mais parfois il y a trop d'attention, il y a une hypervigilance, il y a des capacités d'hyperattention sensorielle, hyperattention même sémantique, un intérêt pour les mots qui va faire que l'enfant il doit écouter une conversation du binôme d'à côté en même temps que son maître, en même temps que voilà. Et du coup, oui, il a l'air dispersé, voilà. Mais il a les capacités de faire tout en même temps. Et là, pour le coup, on n'est pas dans le déficit, on est plutôt dans le haut potentiel. Alors, le teach permet effectivement de poser un différentiel entre est-ce qu'on est face à un enfant qui a des aptitudes privilégiées, peut-être même un HPI, au potentiel intellectuel, alors parfois complexe du coup, parce que peut-être que ces troubles attentionnels, si l'on conduit chez le psy, c'est que ça lui cause quelques soucis, en tout cas scolaires. Il peut également donc être avec des troubles associés, des troubles 10 associés, et recouvrir ce que nous a présenté tout à l'heure Florence Balitou, être un enfant avec des dysattentionnels, c'est-à-dire des difficultés, des difficultés attentionnelles. Alors où on est sur effectivement un TDAH, voilà, il arrive effectivement d'avoir des profils de TDAH, auquel cas il va être indiqué certainement une médication avec de la remédiation cognitive associée pour être plus en capacité à un moment donné de cesser la médication. Et puis, ça permet même d'indiquer quel type de TDAH. Et donc, la médication, elle est la même pour tous. Là, c'est la même molécule. Après, elle est déclinée sous différents noms de médicaments que je tairai. Mais pour la remédiation, pour la spécificité de la remédiation, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel type de TDAH on a. Voilà, donc le différentiel. Et puis, l'autre grand avantage du teach, c'est que il nous donne un profil interne, donc il y a un profil comparatif, il y a des pourcentages, mais il y a un profil interne donc des possibilités de l'enfant avec des forces et faiblesses. Alors le teach, quand est-ce qu'on le fait passer? Jamais en première instance, généralement c'est donc après une WISC 5, on vient de le voir, et c'est souvent quand les indices mémoire de travail et vitesse de traitement sont hors normes. Donc quand on a une IMT, mémoire de travail hors norme, ou une vitesse de traitement IVT hors norme, on va s'interroger sur qu'est-ce qui se joue là au niveau des fonctions additionnelles, les fonctions exécutives. On va se poser effectivement un certain nombre de questions. Et alors pourquoi j'ai mis hors norme et non pas déficitaire? Parce que il peut également y avoir une atypie, c'est-à-dire qu'une pointe, quelque chose effectivement qui est très très réussi dans la vitesse de traitement. C'est-à-dire qu'un enfant qui est extrêmement rapide, on peut se poser la question aussi d'une certaine forme d'impulsivité, de rapidité à la fois idéique et même praxique, voilà, et avec peut-être quelques erreurs, mais autocorrigées à une vitesse tellement hallucinante que malgré tout la vitesse de traitement est haute. Alors il y a aussi l'observation, on voit l'enfant effectivement qui peut aussi s'arrêter, nous parler, dire un truc ou écouter, voilà, ou faire quelque chose avec une main et puis écrire avec l'autre, et on se dit mais comment il peut avoir cette vitesse de traitement en faisant tout ce qu'il fait à côté? Donc voilà, on peut avoir des observables qui vont interroger. En tout cas, ce sont sur ces deux indices-là qui vont nous donner l'envie de proposer à la famille d'aller un peu plus loin dans les investigations. Alors le teach, pour repréciser, il est donc indiqué pour affiner, comprendre les modalités fonctionnelles des capacités d'attention-concentration, dans le sens qu'il quantifie. Donc il est paramétré, on a des résultats en pourcentage de réussite, c'est-à-dire qu'il y a une population d'étalonnage qui n'est pas française, mais alors en France c'est jusqu'à moins de 14 ans. En Australie ça va au-delà. Ça permet également de cibler pour qualifier, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas seulement dans du quantitatif, mais on est aussi dans du qualitatif. Le fait de cibler là où est la panne, encore plus précisément, va permettre du coup de nuancer les prises en charge. Et puis, comme c'est un test qui est très protocolaire, très simple d'administration, en fait, voilà, il n'y a pas besoin d'être HPI pour faire passer le teach, c'est quand même, il suffit de suivre la notice. Ça nous libère, nous, en tant que cliniciens, énormément d'espace relationnel pour entendre, accueillir les paroles de l'enfant par rapport à la tâche, entendre ses plaintes, échanger, observer. Et ce sont ces observables cliniques qui me paraissent être d'une grande richesse. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les performances de l'enfant, c'est comment il les obtient. Donc ça permet par exemple d'évaluer la qualité des conduites de persévérance. Ça permet de jauger de la motivation, de la détermination de l'enfant, apprécier sa volonté.
etc. Voir aussi comment il prend appui à l'adulte. Ça donne des éléments également concernant la confiance, etc., etc. Alors, quelques profils qui peuvent effectivement indiquer la nécessité de passer un teach. Si jamais on a un IMT, donc un indice de mémoire de travail, légèrement faible, on voit ça, on se dit, oh, est-ce bien la peine? Sauf que derrière, il y a une plainte. On ne va pas se dire, non, tout va bien, madame. Et laisser partir cette maman avec son enfant, alors que tout ne va pas bien du tout quand on voit effectivement le rapport qu'on a vu en introduction, et puis qu'on a un enfant qui effectivement ne supporte plus d'aller à l'école. Alors, on va regarder un peu plus loin. Donc là, on était sur le profil des indices. Quand on regarde un petit peu plus loin sur le profil de chacune des épreuves qui permettent d'obtenir les indices, là, sur cette mémoire de travail qui était juste en cuvette, on s'aperçoit que pour une des épreuves, mémoire des chiffres, on est à la limite du supérieur, et que, par contre, pour mémoire des images, on est très très bas. Bon, là, on avait un gros trouble orthoptique. Ah oui, mince. On peut également avoir une mémoire de travail qui n'est pas déficitaire et bien à l'inverse, qui est extrêmement élevée et qui occasionnera malgré tout des troubles majeurs des apprentissages, mais là on est sur un profil HPI. Alors l'examen dure à peu près 1h30, parfois 1h, 1h15, parfois l'enfant abandonne aussi, hein. Il y a certaines épreuves qui durent quasiment 15-20 minutes. La dernière épreuve est très longue pour voir la capacité d'endurance. Donc parfois elle est écourtée par l'enfant lui-même, mais dans tous les cas, il y a aussi un temps d'échange qui va nous mener effectivement jusqu'à peu près 1h30. Et donc là, ça reprend les différents champs qui vont être évalués. Donc le champ du contrôle attentionnel et de la flexibilité, l'attention focalisée sélective qui est essentiellement visuelle, et puis un grand champ, d'où la forme plus ample de la dernière roue, de l'attention soutenue, endurante, qui se décompose en visuelle auditive et qui se décompose également en simple et en double tâche. Du coup, ces trois champs, un peu comme pour les indices tout à l'heure, on va aller regarder après plus près de chacune des épreuves pour aller comprendre ce qui se joue. Alors, le teach, pourquoi d'autre? Il va aussi servir, ce que je disais rapidement tout à l'heure, à faire du test-retest. Si on a évalué certaines difficultés et qu'on va prescrire une remédiation, une rééducation appropriée, on peut proposer 1 an, 2 ans après, mais dès 1 an, c'est très visible, un retest. Donc, il va y avoir un test en temps 1, puis un test en temps 2, après la rééducation et ou avec médication associée, ça dépend si c'est un TDAH repéré ou pas, et on voit l'évolution. Ça peut être également un test sur une même journée, on a 2 modules, on a un module A et un module B, donc on fait passer le test A et l'enfant va ensuite manger, prendre l'air, etc. Il revient 2 heures après et on lui propose le test B. Sauf qu'en test A, il arrive par exemple le lundi matin, il a eu sa fenêtre thérapeutique médicamenteuse pendant le week-end, donc il arrive sans traitement. Il prend son traitement en sortant du test A, il va faire son tour, il va se promener, etc. Il revient, là il y a un effet immédiat de la méthylphénidate, donc il est sous traitement et on le réévalue et on voit le bénéfice, s'il y a, du médicament. Je le fais notamment pour des enfants qui seraient en perte de poids du fait de la perte d'appétit et pour lesquels on se demande si peut-être 6 mois, 6 mois de fenêtre thérapeutique, on prend les 2 mois de vacances et on en ajoute 4 mois d'autres, pour être bénéfique pour qu'il puisse reprendre sa courbe de croissance. Donc là, c'est on travaille beaucoup, enfin, je travaille de plus en plus avec l'UTAL et j'ai ce type de demande. L'UTAL étant l'unité de troubles de dépistage des troubles des apprentissages et du langage de l'hôpital de Pontoise, avec la chef de service Naïma Boukalfa qui est très attentive effectivement à la préconisation de médicaments que lorsque vraiment c'est indispensable pour le confort scolaire de l'enfant. C'est souvent essentiellement pour le confort scolaire de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant n'est plus sous traitement pendant le week-end et les vacances. Alors voilà, sans l'analyser parce que nous n'avons pas forcément le temps, mais les flèches jaunes laissent à penser du progrès. Pour certains très important, pour d'autres moins, mais on s'interroge quand même sur les flèches bleues qui indiquent que parfois certaines aptitudes sont
amoindri par le médicament. Alors c'est généralement la vitesse, hein, c'est-à-dire qu'en fait ça tasse l'enfant, ce psychostimulant tasse, voilà, c'est tous les paradoxes de la médication. Ce n'est pas mon métier, donc je ne vais pas m'attarder, mais voilà, on va avoir quand même, alors là j'ai pas suffisamment de protocole test-retest pour pouvoir tenter une interprétation, mais c'est pas aussi clair que ça, c'est-à-dire que ça grimpe pas partout, et puis on a quand même un certain nombre de subtests où ça bouge pas du tout, c'est-à-dire qu'il est avec son traitement ou sans son traitement, voilà. Il ne se passe rien de plus. Alors, le test donc, est composé de 9 subtests. Donc, les trois grands engrenages que nous avons vus tout à l'heure, en fait, se décomposent en épreuves que je ne vais pas vous décliner, mais vous retrouverez de toute façon le PowerPoint et peut-être des explications sur chacune des particularités d'épreuves. Alors, ça nous amène là, pour le coup, quand on va jusqu'au subtest, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans les 3 domaines, qui déjà indiquent quel type de TDAH. Les 3 domaines indiquent quel type de TDAH quand on y est. Mais quand on n'est pas dans un TDAH, ou quand on est dans un TDAH complexe, et puis que dans tous les cas, il est question de proposer des remédiations, on va s'intéresser au subtest. Et là, on va avoir des profils qui sont plus complexes à analyser, mais par contre qui sont beaucoup plus pertinents en termes de prescription. Donc, sur les stratégies pédagogiques, quand je disais parfois ajuster au particularisme de l'attention troublée de l'élève, encore faut-il pouvoir l'identifier pour pouvoir l'ajuster. Donc c'est pour ça qu'on va chercher plus finement. Là, on joue au spéléologue-psychologue, spéléo-psychologue, pour aller effectivement dénicher les points d'appui, les points de force et les points de faiblesse qui vont être rééduqués en extérieur et suppléés en classe. C'est-à-dire que le principe, c'est ce qui est point faible, on le complémente, on le supplée, on donne du confort scolaire pendant la classe parce que la priorité, ce sont les apprentissages scolaires. Et hors la classe, en rééducation, on ressollicite ces dimensions-là pour voir jusqu'où on peut effectivement les mener. Alors, juste une slide sur les particularités des hauts potentiels intellectuels complexes avec les 10 attentionnels. En fait, c'est une étude clinique vraiment faite en interne sur 46 protocoles qui laissent entendre qu'en fonction des résultats obtenus dans les 3 sphères, alors là je les ai divisés en 4 parce que j'ai mis soutenu et divisé et soutenu simple, mais les deux de gauche sont l'attention soutenue. Donc on s'aperçoit qu'il y a des particularités pour les HPI. Notamment, ils vont être beaucoup moins en aptitude pour l'attention soutenue auditive. Alors, visuelle, souvent également, sauf qu'on n'a pas d'épreuve. Hein, donc voilà, là c'est auditive soutenue. Et l'attention visuelle sélective qui est chutée. Et je me permets de dire que si en plus cette attention visuelle sélective, elle dure dans le temps, elle est encore plus chutée. Donc on est sur ces deux déclins des possibilités pour des raisons X et Y, mais qui souvent ont à voir avec les fonctions cognitives, la motivation, le manque d'effort, le désintérêt, la démobilisation, voilà, un peu pour faire court. Et puis, en revanche, on va sur d'autres possibilités attentionnelles, avoir des fulgurances, notamment le contrôle attentionnel et la flexibilité. On a une souplesse et une rapidité d'exécution qui est absolument hallucinante. Et effectivement, on pourrait se dire, ils n'ont pas d'inhibition, ils n'ont pas de capacité de frein. Oui, mais ils ont des capacités d'autocorrection tellement rapides derrière que du coup, leur impulsivité va effectivement donner une première fausse réponse, mais elle va être immédiatement corrigée. Et donc, du coup, ils arrivent à obtenir des résultats excellentissimes. Et puis, l'autre pertinence touche l'attention soutenue et divisée. Ils sont absolument les seuls à être en capacité de faire les 2 tâches que je leur propose, plus des fois même une 3e qui se surajoute. C'est absolument hallucinant. Ils sont en capacité, en attention donc double, auditive ou auditive visuelle, en même temps de faire une plaisanterie, de me faire un clin d'œil, de toucher les stylos qui sont dans mon pot. Voilà. Donc pour moi, les 2 critères là d'attention divisée et de flexibilité laisse entendre que le trouble attentionnel a vraiment à voir avec une dysattentionnelle d'HPI et non pas un trouble de déficit de l'attention. Voilà juste un profil des différents, alors pas tout à fait subtest. En fait, chaque subtest produit des notes et chaque note nous dit quelque chose. Alors,
je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut avoir des profils comme ça, très hétérogènes. Et du coup, on va aller chercher dans les pointes hautes, donc à partir de 50, c'est la médiane. Au-delà de 50, ça fonctionne, et en dessous de 50, pour faire un peu simple, c'est problématique. Et donc, on va aller chercher les points d'appui au-dessus de 50, on va rassurer l'enfant, on va effectivement proposer des aménagements qui vont dans le sens de valoriser ses forces, et puis on va proposer des rééducations pour les difficultés repérées qui sont en dessous de la barre de 50. Alors, je ne vais pas tous vous les faire, parce qu'on a pris du retard avec les petits soucis techniques. Je vais en choisir une, mais vous voyez, pour chaque couleur, finalement, on peut avoir un trouble de l'attention particulier avec des observables qui s'ajoutent, des investigations complémentaires possibles, des rééducations également possibles, et des suppléances en classe qui vont être absolument adaptées. Et là, on est vraiment, on cible vraiment. Alors, à savoir que certaines choses tout à fait ciblées peuvent aller à d'autres enfants, hein, naturellement. Comme le disait Lisa, certains enfants peuvent se saisir de certaines adaptations mises en place pour un enfant en particulier. Une classe avec un enfant en PPS ou deux enfants en PPS, pour lesquels il y a des aménagements vraiment très bien ajustés, va bénéficier à toute la gestion de la classe et à tous les élèves. Même s'ils n'ont pas nécessairement besoin de la même chose, ils vont pouvoir prendre, aller piocher à leur niveau. Voilà, il faut juste avoir une tolérance, d'accepter qu'ils tâtonnent, qu'ils essayent. Si ça ne fonctionne pas, évidemment, l'enseignant est garant de la bonne conduite des apprentissages et pourra lui signaler, ou en tout cas lui faire prendre conscience, le faire conscientiser. Mais il peut y avoir effectivement des récupérations comme ça par d'autres enfants que l'enfant concerné, de stratégies très spécifiques. Tout ça pour dire que quand on fait une proposition pour un enfant, on ne va pas se dire « Oh là là, mais 1 et plus 1 et plus 1 et plus 1, mais alors je ne vais pas faire 30. » Non, enfin, à un moment donné, ça se négocie dans la gestion de classe, et ça se négocie très bien d'ailleurs au niveau transversal par les enfants eux-mêmes et l'enseignant orchestre. On verra tout ça avec Gaël Ménard, entre autres. Alors, laquelle je voulais vous faire juste comme ça pour que vous voyez un petit peu. Voilà, c'était celle-ci, c'est pour justement introduire ma collègue ensuite orthoptiste. Voilà, par exemple, un trouble de l'attention visuelle sélective. Alors, chez l'enfant HPI, j'ai mis une petite flèche en haut et c'est écrit en blanc. On va avoir une comorbidité du trouble neuro-optique, c'est-à-dire un trouble du regard, avec le fonctionnement au potentiel. Ça va être souvent masqué par des aptitudes analogiques discriminantes. Ce sont des enfants qui explorent, qui parfois sont très lecteurs, donc ou vont mettre du sens tellement vite qu'ils vont pouvoir lire à la japonaise en diagonale. Donc ça va pas forcément être dépisté très rapidement. Par contre, ils peuvent avoir un trouble attentionnel, c'est-à-dire que ça va avoir un coût pour eux, un coût énergétique. Et du coup, après la lecture de quelque chose ou après une longue rédaction, une longue production d'écrit, ils vont être fatigués et ils vont regarder par la fenêtre ou ils vont être distraits et donc ils vont être amenés pour des troubles attentionnels. Or, le trouble attentionnel n'est que secondaire, il est corrélatif d'une autre problématique qui va être décelée par le TIC. Donc là, pour eux, on va effectivement voir que l'attention visuelle sélective est troublée, comme pour d'autres, et notamment des TDAH également. Et on va avoir comme observation, par exemple, en séance, une coordination humaine qui va être mal ajustée, une coordination qui peut être lente ou impulsive. On va avoir des oublis, des négligences visuelles, voire même des scotomes. L'enfant ne voit pas une partie du champ. On va avoir également, comment dire, non, c'est ça, je vais peut-être le passer, enfin une exploration un peu hasardeuse qui lui fait pas beaucoup de temps avec des conduites de vérification qui montrent bien qu'il y a un inconfort visuel. Voilà, alors toutes ces observations vont, en plus du score chuté, nous indiquer une priorité, le bilan orthoptique, avec très souvent une rééducation du trouble du regard par la suite. Et ma collègue va donc pouvoir enchaîner là-dessus. Et puis parfois un bilan psychomoteur, plutôt au niveau de la motricité fine ou auprès d'un ergothérapeute, avec des tests comme le test des treilles ou le test des cloches ou encore le test de Stroop pour aller un peu plus loin dans la finesse de diagnostic. Une ergothérapeute peut aussi proposer effectivement des investigations et une rééducation. Alors en classe, les suppléances, ça va être soulager l'encodage visuel, l'écrit, la charge, le rythme. L'encodage visuel, c'est le transport aussi de l'information. Voilà, diminuer le transport en fait de l'information visuelle. C'est beaucoup plus facile effectivement pour un enfant d'être en transcription proche que éloigné. Le support visuel aussi. Bon, alors,
les supports notamment écrans sont pas forcément idéaux. Enfin voilà, il y a toute la luminosité et tout ça, ça sera certainement abordé. Donc là, on est vraiment dans l'ergonomie de travail, le confort de travail en classe, que ce soit au niveau du support, de la commande de l'écrit. Et puis de l'environnement scolaire. Alors, environnement scolaire, ça va aussi jusqu'aux supports référentiels qui sont sur les murs. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de dessins d'enfants, d'affichage, etc., ça va être très compliqué, du coup, comment dire, d'aller récupérer, filtrer et récupérer l'information pertinente, parce que tout est intéressant et ça va occasionner de la distraction, enfin de la dispersion. Quant au support, support écrit, en fait, moi j'apprécie beaucoup qu'on reste sur le support écrit de l'enfant quand il est lisible. Quand il n'est pas lisible, on peut avoir un scanner, on peut faire une photo, enfin voilà, il peut y avoir la copie aussi donnée par avance à l'enfant, déjà écrite et dactylographiée. Mais quand l'enfant peut effectivement être sur son écrit personnalisé et juste surligner, coloriser les cours, c'est quand même mieux. Mais pour que le support soit un minimum lisible, on le verra également, voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place, telles que peut-être la possibilité de sauter des lignes, avoir effectivement des cahiers aérés, parfois des cahiers même sans ligne, enfin voilà. Après tout ça, ça se précise avec d'autres investigations. Et puis dernièrement, l'utilisation, la création de mind mapping personnel, à prendre quand même au compte-gouttes, parce que parfois c'est plus compliqué pour un enfant, en tout cas de traiter des informations visuelles sur un mind mapping qui n'est pas le sien. C'est-à-dire que s'il a été fait par quelqu'un d'autre, c'est la carte mentale de quelqu'un d'autre. C'est la carte heuristique qui a été créée selon les modalités de connexion et de pensée de l'adulte, qui ne correspondent pas du tout à ses cheminements personnels. Donc, mettre en carte mentale, enfin mettre en schéma, ça peut être une très très bonne idée. Seulement, il faut plutôt apprendre à l'enfant à mettre en place ce type de stratégie, l'accompagner dans la création de cartes mentales, mais que ça soit ses cartes mentales à lui.